Depuis plusieurs milliers d'années, la montagne est la terre des animaux et des hommes. Autrefois avec un intérêt principalement économique, cela fait maintenant plusieurs dizaines d'années que nous fréquentons la montagne pour un nouvel attrait, le loisir. Les pratiques évoluent, les disciplines changent. L'envie de nature, de liberté et de paysages sauvages semble de plus en plus forte, et les pratiquants sont chaque hiver plus nombreux, en raquettes, en ski de randonnée ou à pied. Les animaux, eux, sont toujours là, semblant parfois guetter ces nouveaux visiteurs d'un œil tantôt curieux, tantôt inquiet. Car ils doivent désormais partager leur espace. Là où autrefois ils avaient de multiples territoires vierges, ils voient maintenant ces zones de tranquillité se réduire. Ils ne sont plus seuls, l'hiver, dans ces secteurs sauvages loin des villes et des stations de ski. Une nouvelle page de l'histoire de l'homme et de la nature est donc à écrire. Nous devons trouver notre place dans ce milieu naturel qui nous attire et nous émerveille tant. L'automne nous a quittés, emportant avec lui sa douceur et ses couleurs rougeoyantes. La montagne s'est figée dans une ambiance blanche et silencieuse. Peu à peu, la neige recouvrira quasiment toute forme de nourriture, et le froid, le vent, plongeront les hauteurs dans un gel profond que le faible soleil ne pourra que difficilement combattre. La plupart des animaux a pris le parti de fuir cette vie trop difficile en migrant ou en hibernant. La montagne s'est vidée de ses habitants et s'est muée en désert blanc. Tous n'ont pas fui, non. Silencieux et discrets, ils sont quelques-uns à avoir choisi d'affronter les rigueurs de l'hiver. Ces combattants-là devront être solidement armés, car il leur faudra braver le froid, le manque de nourriture et les déplacements rendus difficiles. Ils sont heureusement tous plus ou moins adaptés pour vivre dans ces conditions proches de l'extrême, soit par leur morphologie, leur physiologie, soit par leur comportement. Mais la loi de la nature est parfois dure, et ceux qui viennent à s'affaiblir ne résisteront pas longtemps aux autres dangers de la montagne en hiver, les prédateurs. Pour moi, les espèces les plus vulnérables, ça serait d'une part les espèces qui ont du mal à se progresser sur la neige, et d'autre part les espèces qui ont une faible capacité à faire de la masse graisseuse pendant la belle saison pour pouvoir survivre l'hiver. Et qui donc du coup vont avoir besoin de soit s'alimenter beaucoup plus, soit d'avoir des temps de repos et pour s'économiser beaucoup plus importants. Si on prend différentes espèces, le bouquetin par exemple en montagne, c'est un animal qui est gros, costaud, lourd, avec des pattes et un appui sur la neige relativement faible, donc il a plutôt tendance à s'enfoncer beaucoup plus. Ou autrement, plus bas en vallée, on va avoir peut-être le chevreuil, qui est vraiment l'exemple un peu phare de l'espèce qui fait peu de masse graisseuse, qui a un besoin de s'alimenter régulièrement, et qui du coup va également des pattes très fines, donc avoir du mal à se déplacer dans des neiges qui vont être lourdes ou poudreuses. Si on parle du chamois, la particularité c'est que le rut commence pendant la période hivernale, donc il va dépenser énormément d'énergie et donc du coup va arriver pendant cette période un peu rigoureuse
un peu plus affaiblie qu'une espèce dont le rut va être au printemps. Donc elle va être impactée non pas peut-être sur le déplacement dans la neige, où l'animal va peut-être un peu mieux porté, mais par contre il va avoir fait une dépense énergétique telle au moment du rut, au mois de novembre-décembre, que du coup ça peut impacter le dérangement par la suite, peut lui occasionner encore plus de dépenses énergétiques qu'il ne va pas forcément trouver sur le territoire. Le froid, les déplacements parfois difficiles et la quête incessante de nourriture. Voilà le lot quotidien de nos grands herbivores. Mais tous les animaux de montagne ne sont pas égaux devant les difficultés, et certains s'en sortent parfois mieux que d'autres face aux rigueurs de l'hiver. Le tétra est adapté à se nourrir pendant plusieurs mois d'aiguilles de conifères, donc, classiquement de pins, voire d'épicéas ou de sapins, enfin d'aiguilles de conifères. Donc l'intérêt de se nourrir d'aiguilles de conifères, c'est que même s'il y a 2 mètres de neige, il y a toujours un sapin qui dépasse. Donc il n'a pas de problème d'accès à sa nourriture. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une adaptation comportementale qui est bien connue, c'est le fait de faire des igloos. Donc vous savez que les tétralyres, normalement en période froide, passent une partie très conséquente du cycle journalier de 24 heures dans des igloos. Alors la nuit bien évidemment, passent toute la nuit dans un igloo qu'ils ont creusé en plongeant dans la neige poudreuse. Et puis même la journée, ils recommencent, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent le matin, ils vont dans l'igloo, ils y passent plusieurs heures, et ils ressortent en fin de journée pour se renourrir, refaire le plein, remplir le jabot très concrètement, et puis se remettre dans l'igloo. Donc la vie d'un tétra en hiver n'est pas très passionnante. Heureusement, le tétralyre présente quand même des formes de résistance. Ça n'empêche que le principe de précaution devrait nous amener à quand même prendre en compte une réalité qui est celle qu'on génère du stress, que ça leur coûte quand même si on n'est pas sûr jusqu'à quel point ça leur coûte et quel est l'impact sur les populations. On devrait prendre en compte ce phénomène pour essayer de le minimiser tout simplement. L'univers blanc, autrefois délaissé par les hommes, est maintenant devenu le terrain de pratique privilégié de nombreux amoureux de la neige et des paysages sauvages. La montagne est reconquise par les randonneurs à ski ou en raquettes. Les rigueurs naturelles de l'hiver ne sont désormais plus les seules difficultés auxquelles doivent faire face les animaux de montagne. Une rencontre avec un chamois, un lièvre variable ou un tétralyre est toujours source d'émerveillement et contribue à l'aspect magique et authentique de nos sorties hivernales en pleine nature. Mais ces rencontres ne sont pas anodines pour la faune sauvage, et là où nous venons faire notre trace, nous n'imaginons pas toujours que celle-ci peut parfois avoir un impact sur cette nature qui nous attire tant. Donc, le lagopède alpin, c'est un oiseau de montagne, donc un galliforme de montagne, qui est à peu près de la taille d'un pigeon, un peu plus gros, qui va changer de couleur en été et en hiver. En hiver, il sera blanc pour se camoufler dans la neige, et en été, il sera plutôt brun. Oui, le lagopède, ça fait partie des espèces qu'on peut déranger, notamment en termes de pratique hivernale. C'est un oiseau qui a tendance à se cacher dans la neige. Et c'est un oiseau qui va s'envoler que quand on est très proche de lui. Donc souvent on a tendance à ne pas le voir et on le voit que quand on est presque en train de lui marcher dessus. Et quand on s'envole comme il est plutôt sur les sommets, il va tendance à descendre. Et une fois qu'il est descendu, il faut qu'il remonte. Et du coup ce déplacement, le fait de descendre et de remonter, ça peut le fatiguer. Et ça fait qu'au printemps, il arrive dans un état global qui est moins bon que ce qu'il aurait pu être s'il n'était pas dérangé. Ce qui fait qu'il y a une moins bonne reproduction, il peut être plus sujet au parasitisme, donc ça veut dire qu'il peut avoir plus de maladies et globalement il a moins de chances de survie. Personnellement, moi, ça m'arrive régulièrement à ski
de déranger des tétras. Et c'est toujours regrettable parce que c'est un oiseau qui est assez sensible en hiver. À la fois, il est encore bien présent, on a des grands rassemblements, mais en même temps, il est toujours aussi sensible. Et on ignore, on ne sait encore pas trop quelles sont les retombées directes. On sait que le dérangement répété risque de lui causer, de causer sa mort par épuisement, par déperdition de chaleur, mais on ne sait pas encore si c'est d'être dérangé 2-3 fois par jour ou plus ou moins. Hein, ça, c'est encore un petit peu l'inconnu, d'où les précautions qu'on aimerait prendre. Déranger un animal, c'est toujours regrettable parce que on est là pour être, enfin, en tout cas de mon point de vue, être dans la nature pour en profiter au niveau sportif, mais au niveau aussi pour les yeux. Et puis pour s'intégrer dans le milieu. La nature, elle nous accueille et elle n'est pas à notre botte, hein, elle n'a pas à s'adapter à nous. Elle le fait déjà en payant un lourd tribut. Et j'estime qu'on doit minimiser notre impact. On doit voilà, pas s'empêcher de sortir, mais essayer de le faire de manière intelligente. Et donc déranger un animal, oui, c'est toujours un petit peu dommage, surtout quand c'est répétitif. Aujourd'hui, le département défend le multi-usage de la nature et de l'environnement. Chacun a ses activités, ses passions, et il est normal qu'il puisse les pratiquer. Nous essayons d'être un médiateur entre les différents types d'activités, et puis toujours inciter à des pratiques qui soient respectueuses de l'environnement, de la faune et de la flore. L'un des enjeux des espaces naturels sensibles, c'est à la fois d'amener du public pour lui faire découvrir un site remarquable et les espèces qui sont associées, mais aussi savoir gérer cette fréquentation qui peut être très importante. On peut parfois parler de surfréquentation à certains moments de l'année pour qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes sur ce site qu'on veut montrer. 8 jours après, quelques directeur, comme ça on pourra parcourir le secteur où on pourra dire voilà on met un... Actuellement on travaille donc sur un programme un peu phare pour le parc qui est le programme de préservation du tétralyre qu'on a appelé Tous mobilisés autour du tétralyre en Chartreuse. Donc on pense quand même que sur le Charmançon et le Chamechaude, vu la fréquentation hivernale, c'est tracé de partout, notamment dans les zones où il y a du tétra, il doit y avoir un impact assez fort. Ouais, il doit y avoir un peu de nourriture. Alors on organise quelque chose de classique, un groupe de travail, mais en fait où on invite toutes les personnes qui souhaitent participer à la réflexion, donc là sur les zones d'hivernage, de quiétude hivernale, sur le dérangement du tétra l'hiver, puisque c'était un sujet qui avait été défini comme prioritaire. Donc là, on sollicite les accompagnateurs, les clubs, les particuliers qui veulent venir, qui font du ski de randonnée, de la raquette ou pas, hein, qui s'intéressent au tétralyre et qui veulent participer à ce programme, peuvent se manifester. On essaie de mener des actions concrètes. Donc sur le Chamechaude des Charmançons, on a réussi à partir d'inventaires qui ont été réalisés par les accompagnateurs en montagne sur l'hivernage du tétralyre. On a cartographié avec les pratiquants les zones où on pouvait négocier, c'est-à-dire respecter les zones d'hivernage. Non, je pense que là on va pas le mettre. Lorsqu'on se retrouve avec une zone de défense du tétra et aussi une activité humaine importante, sachant que nous ne souhaitons pas être dans l'interdiction générale de fermer des sites, nous incitons en fait les pratiquants à utiliser d'autres trajets alternatifs par de la cartographie, par du balisage, afin d'amener les randonneurs sur des zones qui sont moins impactantes pour la faune sauvage. Parmi les outils mis à disposition des usagers sur nos espaces naturels sensibles, nous proposons des fiches techniques qui permettent
en premier lieu d'identifier les animaux que l'on peut croiser sur le site, mais aussi quel est le risque de perturbation de cette faune en cas de forte neige, par exemple, avec un système pour mesurer l'enfoncement dans la neige et du coup ce qui pourrait épuiser les animaux lors d'une course pour aller se mettre à l'abri. Concilier les enjeux environnementaux, entre guillemets naturalistes, et la pratique sportive, c'est tout à fait possible. C'est un petit paramètre à prendre en compte en plus dans la sortie, un peu comme on va faire attention à la neige. Je fais un peu attention à la faune qu'il y a à l'endroit où je sors, je fais attention à rester sur l'itinéraire, à essayer de rester dans des zones qui sont très bien pour le ski, mais qui ne sont pas forcément des zones complètement vierges. Je m'éclate autant en ski de rando, et j'ai l'impression du moins d'avoir un impact moins fort sur la faune. Pour moi, ce qui compte, c'est l'émerveillement, c'est les émotions qu'on ressent en étant ici. Et pour ça, il faut que la montagne reste plurielle. Il faut qu'elle reste plurielle. Il faut qu'on profite de la neige, mais il faut qu'on profite aussi du décor, c'est-à-dire de nos forêts, de ses habitants. En fait, on n'a absolument pas le choix. Je pense que la plupart de notre société a d'une part envie de faire du ski, de la raquette, et ce besoin de nature est là, et elle a aussi envie, je pense, globalement, de garder ses tétralyres et ses lagopèdes et autres animaux, bien sûr. Les gens se sentent concernés par cette problématique et en fin de compte, les retours qu'on a, c'est nous, si on vient faire du ski de randonnée ici, c'est parce qu'on aime aussi cette montagne et on aime aussi entendre le coq chanter au printemps. Et donc, si vous nous donnez des éléments pour qu'on puisse le respecter, on va essayer de le faire au mieux. Passer par le réglementaire quand c'est nécessaire, c'est nécessaire, mais le mieux c'est quand même passer par de la conciliation d'usage et par de la sensibilisation. Tant qu'on portera ce message de se dire on transmet une information, on l'explique et on justifie pourquoi on met un secteur en défense et que ce secteur il a été concerté avec les pratiquants, forcément ça peut que marcher. Et l'homme dans tout ça? Lui aussi est un usager du milieu naturel et a une place dans la montagne en hiver. La cohabitation dans ces espaces sauvages doit pouvoir se faire, car rien ne nous rapproche plus de la nature que ces animaux qui la peuplent. Et plus on s'intéresse à eux, plus on s'aperçoit que de multiples choses nous relient.